bien postérieur, c'est au XIe siècle, et nous sommes au IXe. Mais, si vous voulez, on peut s'en inspirer largement quand même, parce que y a des bateaux construits à la manière des Vikings, des Normands si vous préférez, qui existent encore de nos jours. Il y avait des barques par exemple, qui avaient exactement les mêmes caractéristiques que les barques qu'ils construisaient à l'époque. Bon, voilà une chose. Ça c'est un bouquin que j'ai acheté un jour par hasard, vous voyez, parce que il se penche justement sur les Vikings dans notre région entre autres. Et je vais vous montrer, j'ai repiqué quelques cartes là que je vais vous montrer ensuite. Et ça, pour deux choses. Donc il s'agit de l'association Guillaume Morand et de ses publications. Et vous voyez ces Vic là. Le dernier ça va être en Vallée d'Or là, mais avant il y en a toute une série, c'est pratiquement tous les cantons du département. Et alors là vous avez surtout un article de Sylvain Douceau sur Saint-Lézé, voilà, et qui nous concerne encore plus directement là maintenant, un article de Christophe Penel. Vous voyez, ici, ça s'appelle « Les Vikings auraient ravagé Saint-Lézé en 845, point de suspension, d'après un texte de 1515. » Voilà, le hic. Le hic, c'est ça. Le hic, c'est qu'il n'y en a qu'un texte. Bon, mais on va le voir. Donc on a été l'autre jour dans cette période donc très troublée quand on la regarde de loin comme ça, c'est-à-dire on regarde pratiquement 5 ou 6 siècles à la fois, et on a parlé d'invasion, on a parlé des Sarrasins un petit peu, je vais en reparler un peu quand même, à peine. Bon, et on a dit que dans les églises, quand on avait la chance de pouvoir les fouiller, comme ici à Maubourguet, eh bien on trouve des substructions, c'est-à-dire sous le sol, quelque chose qui n'est pas apparent normalement, on trouve des substructions donc qui datent de ces époques très anciennes, parfois gallo-romaines, c'était le cas en partie à Maubourguet, et parfois du haut Moyen-Âge. Alors on l'a fait à Maubourguet, on a eu cette chance. On l'a fait dans les villas, on a eu cette chance là. Vous connaissez l'histoire de la villa de Saint-Giron si vous avez été à la fête de l'UTL l'autre jour. Donc vous avez vu que c'est un coup de chance, comme souvent. Le péliste qui voulait détruire l'emplacement du pigeonnier qui était au milieu du champ de maïs, et les agriculteurs, souvent pour travailler plus facilement, ils détruisent ces îlots là qui les gênent, ils sont obligés de contourner, vous voyez, en labourant, etc. Et là le péliste, qui était une connaissance assez intime de Sylvain Douceau, connaissait un petit peu l'archéologie. Et par conséquent, quand il a senti qu'il avait quelque chose, hein, il n'a pas insisté. Ça tient à peu de choses. Alors il est descendu de sa pelle, il a arrêté, il est descendu de sa pelle, et il a vu qu'il y avait une mosaïque. Donc il a appelé aussitôt Sylvain, etc. Quoi. Vous voyez la suite. Simplement, dans le détail, et je ne sais pas s'il vous l'a raconté, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, dans le détail quand même, cette mosaïque, il était question au début, tout à fait au début, de la vendre, et de la vendre par exemple aux Émirats. Vous voyez, moyennant 200 millions de francs, 200 millions de francs, c'était pas mal quand même.
Et il a fallu qu'elle soit classée, donc sauvée, et elle est restée sous terre. C'est le meilleur moyen de la préserver pendant très longtemps, là, pendant des dizaines d'années, jusqu'à ce que, grâce aux uns, grâce aux autres, le maire de Maubourguet, c'était M. Glavany à l'époque, le conseiller général aussi, c'était lui. Donc, en définitive, on a dégagé l'argent, voyez, pour sauver la mosaïque, la restaurer. Donc elle est partie là où il y a un laboratoire des mosaïques, c'est-à-dire à Saint-Romain en Galles, c'est-à-dire dans la vallée du Rhône, à côté de Vienne, pas très loin de Vienne. Vous voyez, dans la vallée du Rhône. Hein. Donc ils sont spécialisés, il faut coller une toile sur la mosaïque, puis ensuite cette toile on la soulève, on la roule et vous avez les tessons de mosaïque qui partent, qui sont collés sur la toile. Et à partir de là on peut la restaurer et ensuite la remettre. Même en place s'il avait fallu. Mais là on l'a remise donc au musée qu'on a construit en même temps à cet endroit. Et alors l'astuce, c'est qu'ils ont quand même mis le syndicat d'initiative au même endroit, donc il y a toujours quelqu'un, du moins pendant la haute saison, hein, pendant l'été, il y a toujours quelqu'un pour faire visiter ou pour ouvrir les locaux, enfin vous voyez. Donc c'est une très bonne chose parce qu'autrement on a du mal. Le musée reste fermé parce qu'on n'a pas de gardien. Je me rappelle une exposition qu'on avait fait dans les sous-sols de l'hôpital de l'Aiguerotte. Ils ont de très beaux sous-sols voûtés. Et c'était le musée Massé qui devait nous fournir les gardiens. Et puis le matin, pas de gardien, congé de maladie, ou ceci, ou cela. Enfin, ça ne collait pas toujours. Hein. Donc il peut y avoir des difficultés de cet ordre-là, et d'organisation, si vous voulez. Donc ici, à cet emplacement, on l'avait dit, hein, donc je passe très vite. Hein. Vous voyez, il y avait l'emplacement d'une chapelle. Et la mosaïque, c'était un petit peu le sol de la première chapelle, en tous les cas. Hein. Voilà. Bon, ensuite, oui, je vous ai montré un site un peu particulier sur le tracé de l'autoroute. Je crois vous l'avoir raconté aussi. Il devait faire là la sortie de l'autoroute qui se trouve maintenant, je vous l'ai dit, je crois l'autre jour, elle se trouve maintenant à Tournai. Tout simplement parce qu'ils ont manifesté contre l'autoroute et contre la sortie, les maires d'Ozon et de tous les villages par là. Ils avaient leur motivation, hein, je ne juge pas. Mais en tous les cas, quand la mairesse, Madame Fourcade, quand la maire de Tournai a déclaré qu'elle était prête à accueillir la sortie de l'autoroute sur ses terres, eh ben, la société d'autoroute n'a pas hésité longtemps. Hein. Ils ont fait la sortie sur Tournai et non plus là où c'était prévu. Mais nous, on avait fouillé parce que c'était prévu. Et qu'on fouille à l'avance quand même, on n'attend pas d'avoir les bulldozers devant, ça arrive. Hein, mais... Donc c'est pour ça qu'on a dégagé cette église Saint-Martin avec un cimetière, un petit cimetière très remanié et très mal fichu, et puis des églises antérieures que vous voyez sur la gauche, et notées 1 et 2 là, même si c'est difficile d'avoir une chronologie parce que l'ensemble était remanié, vous voyez, et ça a été labouré, et ça a été fouillé, je vous l'ai dit, au début du siècle, si je me rappelle bien, et on y a trouvé des pièces de monnaie. Alors, pour attirer les gens, rien de tel que de trouver des pièces de monnaie, bien sûr. Hein. Bon. Elle a été recouverte ? Oui, tout ça a été recouvert ensuite, mais on ne s'en est plus occupé. Bon. Voilà.
Un site aussi que Roland Coquerel avait fouillé un petit peu, il avait dégagé quelques tombes, c'est le site de Cognac. Et ce site de Cognac, il est maintenant sous un triste état parce qu'il a été bâti. Il y a beaucoup d'activités dans ce secteur, beaucoup d'entrepôts, beaucoup de magasins. Le dernier, je crois, c'est le Grand Frais dans ce secteur-là. Voilà. Et par conséquent, on ne sait pas ce que c'est devenu tout ça, parce que personne n'a été y voir de près. C'est les misères de l'archéologie, pas seulement régionale, mais au niveau national, où ça l'était. Bon, Lourdes, c'est pareil, il y avait des traces antérieures, et notamment avec une bonne douzaine de sarcophages. Si on l'a trouvé, c'est parce que l'ancienne église où il fallait faire des travaux, ils ont dit à la municipalité, mais c'était l'essor des pèlerinages, donc ils avaient de l'argent ou des perspectives d'en avoir, et par conséquent, ils ont démoli l'ancienne église et ils ont rebâti l'église paroissiale actuelle, beaucoup plus grande bien sûr. Voilà. Donc c'est là qu'on l'a trouvé grâce à un employé de la mairie de Lourdes qui s'appelait Seyrès et qui a pu faire ce plan là, enfin pas celui-là, mais enfin un plan approchant, vous voyez, et qui a pu relever des éléments importants. Donc c'est rare quand même qu'on ait la possibilité de fouiller dans une église. C'est arrivé, mais bon. Alors à la cathédrale, c'est arrivé un peu, parce qu'ils ont mis le chauffage dans le sol. Et donc, on était averti à l'avance, mais, premièrement, l'entreprise a commencé, donc il y a toute une partie, une moitié de la nef, où ils ont fait leur tranchée sans qu'on soit averti. Première chose, les misères de l'archéologie, je vous le répète. Donc, deuxième chose, ensuite, on n'a pas interrompu le culte. Donc, de temps en temps, il y avait encore des messes ou des cérémonies, notamment pour les grandes fêtes religieuses. Donc, on s'est vu un après-midi, je me rappelle, en train de reboucher rapidement un sondage. Pourquoi? Parce qu'il fallait mettre des chaises dessus, il fallait que personne ne tombe dans le trou au moment des cérémonies. Donc, il faut composer aussi avec le clergé dans ces cas-là et les gens qui s'occupent de la cathédrale. Bon, voilà. Donc, ceci dit, vous voyez que l'on voit à travers ceci l'expansion du christianisme dans la région. Et à la cathédrale, on a pu trouver un certain nombre de murs plus anciens que les murs romans et plus récents que les murs gallo-romains, parce qu'il y a beaucoup de gallo-romains dans ce secteur. Voilà. Donc, quelques vestiges des époques antérieures, ce sont par exemple ces chapiteaux. Alors celui-là, on dit qu'il est travaillé à méplat, c'est-à-dire il présente de grandes surfaces comme ça, là. Vous voyez, ça se voit mal là sur la photo. Et donc il y en a d'autres, il y a des fragments de chapiteaux. Alors on ne sait pas de quelle époque, mais on dit à ce moment-là pré-roman. Là, on ne peut pas se tromper. Voilà. Alors, ici, pour vous dire que, à l'époque, donc mettons autour du 9e siècle, il devait y avoir 2 îlots de peuplement, probablement, l'un autour de la cathédrale. Alors là, à la cathédrale, il y a énormément de sarcophages tout autour, sous le sol de la cathédrale aussi, mais énormément de sarcophages. On en a peut-être trouvé, je ne sais pas, 60, 80 ou quelque chose comme ça. Ils n'ont pas tous été sortis. Et là aussi, misère de l'archéologie, on avait mis
à une époque où je ne m'occupais pas d'archéologie, on avait mis les sarcophages à l'emplacement où il y a le club Le Temps de Vivre maintenant, et les ouvriers n'ont rien trouvé de mieux que de mettre les morceaux de sarcophage dans le mur quand ils ont rebâti le mur. Vous voyez? Donc ils ne sont pas complètement perdus, ils sont dans le mur, les morceaux. Quand vous mettez un sarcophage dehors, où il y a un trou et l'eau s'écoule, le trou est naturel, hein, il a été fait à l'avance, au départ. Où il n'y a pas de trou et l'eau reste stagnante là. Alors l'alternance du gel et du dégel, rien de tel pour démolir ça. Bon, peu importe, je reviens à nos moutons. Donc autour de la cathédrale et ici, autour de l'église Saint-Jean. Pourquoi Saint-Jean? Eh bien parce que Grégoire de Tours, qui parlait au VIe siècle, exactement, et qui racontait un certain nombre de choses, là, ça s'appelle l'histoire des Francs, ou quelque chose comme ça, en traduisant, hein. Tout était en latin, bien sûr, à cette époque-là. Eh bien, Grégoire de Tours parle d'un évêque de Tarbes, qu'il a dû croiser à un concile, vous voyez, et il parle donc de l'église Saint-Jean, parce que c'était le tombeau de Saint-Miscelin, ou Saint-Mesclin, on le dit comme ça aussi. Et ce tombeau, il y est toujours. C'est-à-dire qu'il y a un sarcophage, dont il ne reste que la cuve, et qui est encore dans l'église, si vous voulez. On ne le voit pas quand on rentre dans l'église, il faut rentrer dans la sacristie pour le voir. Hein. Donc il existe toujours quand même. Hein. Entre parenthèses, c'est pour ça que je vous reparle des Sarrasins. Vous vous rappelez la légende de la lande mourine, je vous en ai parlé. Donc Saint-Miscelin n'a jamais pu arrêter les Sarrasins à la bataille de la lande mourine, tout simplement parce qu'il était mort depuis longtemps. Vous voyez, donc si la légende est vraie, s'il a vraiment combattu les barbares, c'est certainement une des hordes barbares avant, les Vandales ou d'autres. Hein. Vous voyez. Donc, Tarbes se présente comme ça, hein, 2 îlots de peuplement. Le problème, c'est que la population, on ne sait absolument pas à quoi ça correspond. Hein, parce que n'oublions pas qu'à cette époque, la ville refuge, l'évêché, c'est Saint-Lézé, sous le nom de Bigorra, hein, bien sûr. Donc, je vous montre quelques sarcophages pour en finir avec ça. Hein. Alors, ces emplacements de carrières de sarcophages, vous les avez sur les flancs du Béout. Alors ça a été une grande découverte aussi il y a certaines années, parce que c'est rare de trouver des carrières de sarcophages. Hein. Alors c'est ce qu'on appelle de la pierre de Lourdes, dont on faisait souvent les encadrements de portes au XIXe siècle ou même avant. Hein. Et dans ces carrières de sarcophages, il y en a plusieurs dans la zone calcaire, vous voyez, bien sûr. Hein. Et donc je vous les montre un peu, je vous montre, vous pouvez y aller, vous promener. Hein. Vous avez encore comme ça, comme vous voyez ici, les creux, l'empreinte en creux du sarcophage. Le bloc qui a fait la cuve du sarcophage, elle a été sortie de là, vous voyez. Voilà. Parce qu'il faisait des tranchées, des petites tranchées sur les côtés, comme ça, et puis après il s'arrangeait pour passer, si vous voulez, une sorte d'outil dessous. Souvent ça pouvait être du bois, mais du bois que l'on mouille ensuite. Vous voyez, et comme il prend du volume, ça faisait éclater la roche. Vous voyez. Donc ça, vous en avez, vous pouvez sur les flancs du Béout aller retrouver ça.
Alors c'est quand même exceptionnel hein, comme trouvaille. Donc vous voyez qu'on n'est pas si pauvre que ça en vestiges archéologiques un peu exceptionnels. Hein. D'ailleurs, il y avait à un autre endroit, il y avait une cuve de sarcophage qui avait commencé à être travaillée et qui était fissurée, donc il avait abandonné sur le site. Alors imaginez que ces blocs, ils sont travaillés peut-être en bas, dans la vallée. Oui, c'est ce qui était dit. Mais il y a la pente qui permet quand même de les acheminer vers le bas. C'était dangereux de les creuser sur place et de les descendre. Oui, eh bien oui, parce que ça cassait quand même. C'est sûr. Alors à Lourdes, au château de Lourdes, vous avez quelques vestiges de sarcophages. Là. Donc, on va passer aux Vikings. Il vaut mieux les appeler Vikings, parce que Normand, c'est un habitant de Normandie aussi. Alors, je sais bien que dans notre enfance, on parlait des Normands. Hein. Donc l'invasion de l'Aquitaine d'abord, et ensuite changement à Bigorre, changement très important, hein. On va le voir ensuite. Hein. C'est pour ça qu'on arrête l'Antiquité tardive, enfin que moi j'arrête l'Antiquité tardive à cette époque de l'invasion normande. Vous voyez, l'invasion viking, parce que tout va changer après en Bigorre. Alors, vous voyez, ça commence, par exemple, en 753, les Scandinaves, on va les appeler comme ça, commencent à s'installer en mer Baltique et en Russie, notamment. Et alors là, ceux-là, ce sont des Suédois. On va les appeler les Suèves. D'un autre côté, en 810, déjà en 810, l'Angleterre est visée. Et c'est plutôt, géographie oblige, les Norvégiens qui sont sur l'océan qui se rendent à ce moment-là en Angleterre. Alors ils font des comptoirs, ils s'installent, ils installent surtout des comptoirs commerciaux, vous voyez, hein, au départ. Ce ne sont pas que des hordes de pillards, hein. Ils font beaucoup de commerce aussi. Hein. Et on nous dit qu'en 810, à l'époque donc de Charlemagne, on commence certaines fortifications sur la côte aquitaine. On se sert là des annales des abbayes. Il y a des grandes abbayes, l'abbaye de Saint-Bertin par exemple. Ces annales, on les utilise parce qu'ils ont raconté non seulement ce qui se passait dans l'abbaye, mais aussi ce qui se passait et dont ils entendaient parler. Voyez, et c'est eux qui racontent ce genre de choses, quoi. Donc ensuite vous avez une progression. 835, embouchure du Rhin, de l'Escaut, de la Meuse. 841, c'est Rouen, pardon. Hein. Pardon pour la faute là. Hein. 843, Nantes, donc ils descendent vers notre région. Hein. Alors 840, conquête de la Gascogne. Et notamment, en 840, tous les évêchés, enfin les villes contenant les évêchés, les chefs-lieux, les villes fortifiées normalement, Oloron, Lescar, Tarbes, Saint-Bertrand de Comminges, etc. En 844, ils remontent la Garonne depuis l'embouchure, hein. Donc ils s'occupent de villes, ils arrivent à Toulouse notamment. Hein. 848, prise de Bordeaux, j'avais mis un point d'interrogation, mais il est ici. 850. Donc 848, 850. Bordeaux a dû être prise et reprise
plusieurs fois, vous voyez, donc, et puis là, on a une date très tardive, mais parce que tout le monde n'est pas d'accord sur les dates, là, hein. Auch, dernier bastion gascon qui est prise. De toute façon, est-ce qu'il a été pris au départ? Est-ce que c'est pris en 1850? Peu importe, c'est pris. Alors après, la thèse de cet auteur là, qui s'appelle Joël Subéry, la thèse c'est qu'ils ont pu s'installer dans la région. Ils restaient un moment, vous voyez, et c'est pas admis par tout le monde parce qu'on n'a pas de preuves non plus, hein. Alors lui il cherche des preuves toponymiques. Vous savez ce que c'est, l'étude des noms de lieux, hein. Et alors là, comme j'y connais rien au toponyme scandinave, je n'ai pas d'opinion là-dessus, hein. On va lui laisser cette responsabilité. Mais par exemple en Charente, on a trouvé des bateaux vikings au fond de la Charente, dans le cours de la Charente, hein. Donc, et je ne sais pas, il faudrait voir dans les Landes, dans les étangs, si en fouillant, on arrive un jour à trouver par exemple un bateau viking, quel qu'il soit. Donc, vous voyez qu'après ça, eh bien, ils vont se lancer dans des expéditions beaucoup plus lointaines. Et là, j'ai passé tout l'épisode de l'Angleterre, parce que l'Angleterre, il y a des bandes qui y vont, qui pillent, qui s'en vont, il y en a qui s'installent un peu, etc. Donc, j'ai passé ça sous silence, mais ici, à partir de ces dates, là, 859-860, ils vont contourner la péninsule ibérique. Et vous voyez qu'ils vont prendre La Corogne, Porto, Lisbonne, Cadix, Séville. Donc c'est pas rien, c'est tous des grands ports à l'époque quand même, hein. Enfin des ports notables. Et puis, je passe très vite, en 868, Charles le Chauve reprend possession de l'Aquitaine. Et puis vous avez ceci, là, hein, 911, le traité de Saint-Clair-sur-Epte, la création de la Normandie. Donc c'est le chef de bande qui s'appelle Rollon. Je ne sais pas si vous vous rappelez ce terme-là. On connaissait ça à l'école primaire, à mon époque. Et Rollon, donc chef de la bande viking, est installé, enfin négocie et arrive donc à être installé à l'emplacement de la Normandie parce qu'on lui donne des terres, voyez. Et puis n'oublions pas quand même, hein, qu'ils sont partis très loin. À partir de 978, ils ont exploré le Groenland en plusieurs fois, et puis s'y sont installés, certains, hein. Et puis surtout, vers l'an 1000, c'est le Vinland, c'est-à-dire l'Amérique, le pays de la vigne, le pays du vin, enfin de la vigne en tous les cas. Et 1017, dernier raid sur le royaume franc. Alors ça c'est la chronologie globale. Donc la tapisserie de Bayeux, je vous ai expliqué déjà, même si elle est du XIe siècle, hein, parce que la conquête de l'Angleterre dont il est fait mention, parce qu'il y a là on le voit, hein, il y a aussi des inscriptions quand même, hein, vous voyez. Et par exemple la bataille de Hastings qui a mis fin à la résistance de, je crois qu'il s'appelle Harold à la Dame Bleue. Eh bien, la bataille de Hastings, elle est décrite là, enfin du moins il y a un épisode pour la bataille de Hastings dans la tapisserie de Bayeux, hein. On l'appelle tapisserie de la reine Mathilde, je vous l'ai dit. Alors, vous pouvez remarquer quand même que sur ce navire, on va dire, c'est sans doute un navire de guerre, hein. Et bien sur ce navire, d'abord, on a une voile.
et on a des rames. Ceux-ci là sont des rames, sans doute. Vous voyez? Bon, c'est dessiné. Et regardez, on voit les gens en plein effort, semble-t-il, là-bas, les rameurs. Et ensuite, il y a d'autres choses qu'on ne voit pas, mais je vais vous passer la suivante. Une grande rame qui fait office de gouvernail. Et alors cette rame, elle pouvait être fixée complètement à l'arrière et attachée par du cuir, voyez, et ça jouait un rôle de gouvernail. Ça, pardon, ça facilite quand même les manœuvres, voyez. Alors dans la tapisserie de Bayeux, vous avez les préparatifs de Guillaume, duc de Normandie, et celui qu'on va appeler Guillaume le Conquérant, hein, et on commence par nous parler de la construction des bateaux. Voilà, ça c'est la photo d'une épave qui a été retrouvée, parce que ce qui a complété tout ça, c'est que première chose, on a retrouvé des navires. Au départ, comme on trouvait les navires de guerre dans les tombes de chefs, on pensait qu'il n'y avait que ces navires-là. Et puis, plus récemment, on a trouvé par exemple un navire de commerce qui ressemblait pas du tout à l'autre. En tous les cas, la chose très intéressante, c'est premièrement la quille. Il y a une quille qui est faite d'une seule pièce. Donc il faut des arbres extrêmement grands. Il faut des arbres qui ont un fût de plus de 20 mètres là. Hein, voyez. Et ensuite, c'est la technique de fabrication des bordages. Vous voyez ceci, c'est bien parlant, c'est-à-dire qu'il montait les planches, on appelle ça à clin. Alors simplement, vous voyez, les planches à clin, ça veut dire qu'elles se recouvrent comme les tuiles d'un toit. Et ça, c'est une technique tout à fait nouvelle, hein, et qui permet donc, évidemment, on calfatait avec de la résine, par exemple. Les intertices, on mettait de la résine. Et par conséquent, vous avez une embarcation qui tient l'eau, qui a peu de fuite, si vous voulez. Donc, c'est quelque chose de nouveau. C'est une embarcation, la quille, elle est quand même pas très grande. Elle permet, si vous voulez, la solidité du navire, surtout vis-à-vis de la voile, parce que le vent a une force très puissante là. Hein. Donc, la quille permet la stabilité du navire. Et ça permet la navigation en mer. Voyez. Et deuxième chose, alors, il y a quand même un faible tirant d'eau. Un faible tirant d'eau. Donc, c'est quelque chose de tout nouveau. Et avec ces navires, ils peuvent remonter les grands fleuves très facilement. Hein. Ils ont attaqué Paris, par exemple, en remontant la Seine, hein, bien sûr. Ils ont dû aller jusqu'à Toulouse en remontant la Garonne, hein, bien sûr. Mais ensuite, il faut vous dire qu'il y a toutes sortes de navires qu'ils construisent. Ils construisent donc des navires de commerce, alors qui peuvent porter à peu près 20 tonnes, d'après l'exemplaire qu'on a trouvé. C'est quand même pas rien. Et ils n'ont pas de pont. Vous voyez, ils ont une voile et pas de rame, pas de rameur. Donc l'équipage est beaucoup plus réduit. Ils fabriquent des barques, ils fabriquent toutes sortes de choses. Et même ceux qu'on appelle à tort les dracars, vous voyez, même ceux-là,
ils peuvent avoir des dimensions extrêmement différentes. En fait, je vous l'ai mis entre guillemets parce que Drakkar, c'est le nom de la figure de proue. Ça veut dire dragon, normalement. Vous savez qu'ils avaient des figures de proue destinées à semer la terreur, éventuellement. Donc, c'était le Drakkar. Et, par extension, on appelait Drakkar le navire de guerre. Hein. Donc, ce que je voulais vous montrer là, c'est que, notamment dans la conquête de l'Angleterre, mais c'est partout pareil, ces Vikings, ils savent s'adapter au terrain et ils savent, par exemple, emprunter le mode de locomotion hippomobile, enfin les chevaux, disons plus simplement. Ils savent emprunter les chevaux et aller guerroyer avec les chevaux. De toute façon, quand ils font des raids, ils s'attaquent, ils ont des renseignements et ils s'attaquent essentiellement aux abbayes, aux riches abbayes de l'époque. Et quelquefois, on a un exemple où c'est raconté, quelquefois, devant la menace viking, ils vont prendre leurs reliques et les porter à des kilomètres, voire des centaines de kilomètres, pour échapper aux Vikings. Parce que les Vikings savent aussi rançonner. Ils prennent des choses ou des gens et ils obtiennent des rançons extrêmement élevées. Bon, enfin, c'est pour ça que dans le texte que je vais vous montrer, on l'appelle le peuple fourbe. Donc là c'est une des batailles de Guillaume le Conquérant, vous voyez. Alors voilà, je vous montre ces cartes extraites du bouquin là et qui résument un peu ce qu'on a dit. Mais vous voyez ici, en Gascogne, c'est ça qui nous intéresse surtout, que on a Bayonne, Bazas, Bordeaux, Dax, Saint-Sever, l'Escar, et puis celle qu'on a citée, et ça va même jusqu'à Toulouse, Moissac, Agen, 844. Hein. Vous voyez, donc toute la région a été fréquentée, on va dire ça comme ça, a été fréquentée par les Vikings. Alors, j'avance. Un peu plus tard, vous voyez que notre région n'est plus concernée, sauf s'ils se sont installés quelque temps. Vous voyez la Charente là, hein, quand même. Sainte, Angoulême. Ici, plus concerné du tout, la partie sud de la Gaule, hein, voyez. Bon, je vais vite. Alors, on passe aux conséquences pour la Bigorre. Hein. Il y a deux sources, le cartulaire de Tarbes et ce qu'on appelle le bréviaire de l'Escar, mais les documents originaux ont disparu. Pas le cartulaire de Tarbes, il reste des documents qui ont été publiés d'ailleurs, hein, mais les documents en question qui ont servi de référence à l'auteur dont je vais vous parler, eh bien, c'est-à-dire à Nicolas Bertrandi, comme on disait à l'époque, donc dans un livre qu'il appelle La geste des Toulousains, on dirait les faits historiques, les hauts faits historiques des Toulousains à notre époque, hein, et il relate donc la conquête de la région par les Vikings. Donc source de deuxième main, qui existe, c'est sûr. Hein. L'exemplaire, il y a plusieurs éditions et un certain nombre d'exemplaires sont à la bibliothèque municipale de Toulouse. Donc ça existe. Hein. Mais source de deuxième main qui est impossible à vérifier de nos jours. D'accord ? Dans l'article de
Penin, là, il dit que ce récit a été confirmé mais pas en détail, par un géographe arabe andalou du XIVe siècle. Mais c'est peu de choses. Allez, on continue. Voilà comment ça se présente. Il est avocat, Nicolas Bertrand. Il s'adresse au président du Parlement de Toulouse. Alors, le texte. Vous avez le texte sous les yeux. Il est certain que le peuple fourbe se répandant s'est rendu au lieu fortifié de Tarbes qu'il a pris d'assaut. Alors, là, une question qui se pose, lieu fortifié de Tarbes, on n'a pas trouvé de fortification d'époque antique, ça c'est sûr. Alors, est-il possible qu'il y ait quelques fortifications en pierre? C'est peu plausible. À mon sens, il y avait des palissades, des fossés, peut-être des talus, vous voyez, donc des fortifications, on va dire, légères. En tous les cas, il parle des fortifications de Tarbes. C'est sûr. Et tout ce qui fut agréable en lui a été réduit à rien, puis dévastant sur son passage les municipes, c'est-à-dire les communes qui sont autour, situés autour de la ville, les bourgs et les villages, jusqu'à la ville d'Orensem. Alors vous retrouvez Or, le Or de Bigorre. Vous voyez, donc, qui, d'ailleurs il le dit, qui est maintenant communément dite de Bigorra. Ce peuple est arrivé avec l'intention de montrer les machinations. Alors là, il y a un jeu de mots sur machination, ça peut être les machines aussi, machine ou machination, de sa méchanceté. Alors, apprenant leur arrivée, Séraldus, c'est l'évêque qui réside à Saint-Lézé à ce moment-là. Épouvanté, s'est retiré au lieu très fortifié, Foronili. Vous voyez, alors Foronili, ça pourrait être, peut-être, on ne connaît pas ce lieu, on ne l'a pas identifié, mais ça pourrait être tout simplement Aire-sur-Adour, où il y avait aussi, comme à Saint-Lézé, un oppidum fortifié. Vous voyez, c'était donc le chef-lieu de la civitas, là, Et parce que l'église du bienheureux Lézé, confesseur, n'est pas plus éloignée des remparts de cette même ville qu'un jet de pierre, les moines ont été dispersés partout par crainte des barbares, de peur qu'ils ne fussent recouverts par les décombres de la cité. Ça, que les gens aient peur, c'est normal. Alors, il y a une petite chose quand même que je veux vous dire. Quand on a un texte comme ça, on va se demander si c'est vraisemblable. Quels sont les détails qui ne collent pas avec la réalité? Or, la réalité, elle est là. C'est que le monastère de Saint-Lézé, il était à un jet de pierre de la ville fortifiée. Vous le savez, vous connaissez le site, c'est juste devant les murailles, quoi, très peu, à proximité de l'église actuelle. D'ailleurs, on a retrouvé, avec une fouille de Roland Coquerel, là, les restes de l'église, d'une église, c'est pas l'église primitive, mais enfin d'une église romane, étant donné que l'église actuelle, qui n'est pas orientée, elle est orientée vers le nord. L'église actuelle, elle occupe les bâtiments du couvent, pas de l'église ancienne. Vous voyez? Bon, on continue. Donc là, ça colle. Donc, faisant de mal en pis, les très féroces Daphni, alors c'est peut-être
interprétation, une mauvaise graphie peut-être de Danois, tout simplement. C'était des Danois. Hein. Les très féroces Danois n'ont pas craint de lamentablement ravager par le feu toutes les beautés de ce saint temple, avec ses annexes et ses ateliers. Ensuite, donc tout ce qui était en dehors des murailles, hein, c'est logique. Ensuite, ils ont disposé les béliers, les appareils de levage et les nombreuses autres armes de trait pour prendre la cité. Et pendant la nuit, ils ont percé le mur avec des pieux et des projectiles en fer. Les hommes sanguinaires ont conquis la malheureuse ville, faisant périr par l'épée tous ceux qui ont été trouvés. Après cela, ayant tout brûlé et ruiné, ils se retiraient par où ils étaient venus, avec tout ce qui pouvait être emporté, évidemment. Or, cette dévastation de la Vasconie a eu lieu à l'époque du prince Totilius et de Torendoche et de l'honorable Séraldus, donc évêque de la ville de Bigorra. Il semblerait qu'on ne connaît pas ces gens-là, hein. Ils apparaissent là pour la première fois. Mais il semblerait que dans un document, on ne va pas le faire aujourd'hui quand même, mais ça va être rapide. Concernant l'église d'Auch, non, parce qu'il il y ait la mention de ces gens-là. Il semblerait. On y serait encore. Parce que là aussi, les documents originaux disparus. Par contre, on avait au XVIIIe siècle sur les sources érudits qui recopiaient les documents. On va passer très vite. La Gascogne carolingienne, par exemple, le Xe siècle, parce que c'est toujours celui. C'est le désert. On n'a pas de document. Tripusenda. Et c'est lui qui a. Il y a quand même une historienne qui s'est penchée sur la question, qu'on a le bonheur de retrouver quand même comme ça maintenant, même s'il n'y a plus les originaux. Vous voyez, et c'est pareil pour Ouyenart, qui est une gersoise. Vous voyez. Donc voilà les textes, voilà tout ce qu'on a. À la Sorbonne ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas. Si on regarde la suite, et qui exerce peut-être plus maintenant, le déclin de Saint-Lézé à partir tout le monde est irrémédiable. Elle a trouvé des sources. Vous avez une source que je vous présente quand même. La motte castrale que vous connaissez peut-être, une belle motte castrale, là, bien pendue, la map monde de Saint-Sevé. Les murailles. Alors Saint-Sevé, c'est celui qu'on appelle l'ancien oppidum de Gascogne, c'est le trait noir confondre avec les autres. Et on a ici Cap de Gascogne, c'est dans les Landes. Ne vous trompez pas. La basse-cour du château. Il y a un document, c'est-à-dire qui est illustré. Alors là, c'est à partir du XIe siècle. Mais il y a d'autres illustrations occupées au XIe siècle. Et ça représente, il suffit d'aller voir le petit musée qui est un tiers de l'espace de la ville de Saint-Lézé. Alors c'est assez parlant. Ce document, on l'appelle le Beatus, c'est-à-dire que la population n'est pas du tout la même qu'à l'époque antique. Vous voyez, puisqu'on a fait ce grand, cette grande enceinte, il y a eu beaucoup de monde. Reproduction. C'est bien fait quand même. Et au petit monastère, vous voyez, il est ici, tout près. Il y a une reproduction de ce document qui doit être ou aux archives nationales ou à la bibliothèque nationale. Je ne sais pas. Hein. Bon, je n'ai pas vérifié. Mais en tous les cas, de Tarbes, c'est à voir. Tarbes, ça doit être pareil. C'est un document très rare. Là, c'est le désert des documents à partir de ce moment-là. Non. Donc on a. Je peux vous le mettre en grand sur qui va mettre si je prends la diapo même, mais là, ça longtemps à se redresser. Oui. Bien sûr. Non, vous avez raison, J'ai pas fait le diapo. Donc on est en 840, au milieu du 9e siècle. Il va falloir attendre au moins 150 ou 200 ans pour que on voit à nouveau c'est assez la refondation de Tarbes. Et comment on va s'en apercevoir? Eh bien Tarbes, qui était le désert jusque-là, oui, bien sûr, il faut l'interpréter après, parce que c'est sûr. Bien, on va y construire la cathédrale, la nouvelle cathédrale. Vous savez, ce qu'on connaissait quand même début 12e un peu, c'est la Méditerranée, voyez.
Donc Alors, peut-être que cette mer qui est représentée ici avec parce des que navires, je vous rappelle que c'est peut-être la le Méditerranée, chef-lieu de mais la civitas à l'époque romaine, c'était Tarbes. oui. Donc on a une Tarbes, capitale de la Bigorre, si on peut dire. Je vous en dis pas plus parce que j'en sais pas plus. Donc jusqu'à la fin du 4e siècle. En tous les cas, les sources depuis à le l'époque, 1er siècle, ça c'est une la source fondation annexe quand même. peut-être Mais les quelques sources années à l'époque, avant, ce sont surtout ce qu'on appelle les chartes, la naissance du Christ, si vous ou les voulez. cartulaires. En tous les cas, Alors les cartulaires sont des recueils de documents 4 siècles, anciens. on va dire. Tarbes est le chef-lieu de la civitas. Et les chartes, ce arrivent sont les des documents, documents, Tarbes est détruite, du Moyen-Âge, et la plupart du finalement, temps. c'est Saint-Léger qui va Document être écrit, bien sûr, Bigorre, qui va être qui le chef-lieu de la région, de la parfois civitas, écrit en de occitan, l'ancienne civitas, un peu qui va plus devenir tardivement, autrement en latin. Là, hein. Et bon, ceci jusque Voyez, et donc à cette époque-là de la refondation ce sont de Tarbes, si vous voulez. Des recueils là aussi. Je vous en montre un exemple. Il y a une constante aussi à travers un exemple de les charte, époques c'est le livre anciennes, vert de Bénac. c'est que On l'appelle les livre lieux vert fortifiés tout simplement parce qu'il sont avait une couverture réutilisés verte à une époque. chaque C'est fois tout, hein. qu'il y a de l'insécurité pendant longtemps. Alors, il concerne Une insécurité l'Aveda. qui dure. Hein. Je n'ai que Le ce casse-tête document Crabé là, à en la photo, garde, oui. qui est un Et bel c'est pour ça que je vous le montre, parce qu'il y a une pré-romain. illustration en plus. Il Mais, est utilisé vous voyez un peu à un l'époque peu romaine ici, aussi, à la fin, au début de l'époque romaine. eh bien, il sera réutilisé au Moyen-Âge, étant donné Donc qu'on un texte on y est trouve écrit en dessus gascon, hein. Il date Une poterie de blanche, 1406, si vous voulez, qui est texte caractéristique de la région là, et qui date peut-être il, du 10e, il 11e siècle. indique des redevances Voyez. payées par On a un les document communautés. concernant le Des redevances Castellarium dues au comte. d'Ozon, au vicomte, Ou à pardon, une époque vicomte de encore Laveda. plus tardive, Ça devait être 17e siècle peut-être, ou quelque chose comme ça. une époque encore plus tardive. Voilà, toujours en l'oppidum est occitan, réutilisé avec aussi. Il y a des gens qui vont de s'y couleurs réfugier. quand même, mais des majuscules qui sont parfois Et je ne parle enluminés. pas là des légendes qui placent sur certains ouvrages de défense des canons Donc, anglais. Mais Pour ça, en c'est la arriver légende. à l'époque qu'on connaît très mal, à l'époque Bon, je crois carolingienne, que ça, c'est l'époque fini. Magne, On va si vous passer voulez, à autre même chose. avant. Donc à l'époque de Charlemagne, ça va venir, ça va rester le duché d'Aquitaine. Alors, on va passer à autre chose, c'est-à-dire, on va essayer de voir Qui va l'origine avoir du un comté de Bigorre. destin plus ou moins hasardeux. C'est Il va durer concomitant, quelques comme on dit années, puis quelquefois. Il va se scinder. c'est-à-dire que enfin ça bon. se passe en même temps ou pas loin. Alors, vous connaissez sans doute Louis le Pieux, le fils de Charlemagne. Non. Alors, il est célèbre parce que il a dû faire amende honorable en traversant je ne sais plus quelle ville, en chemise, les pieds nus, et de traverser toute la ville comme ça parce que je ne sais plus quel péché il avait commis. Vous voyez ? Donc Louis le Pieux, pour qui la religion comptait beaucoup, puisqu'on l'appelle le Pieux. Hein. Donc c'est à partir du fils de Louis le Pieux, Pépin Ier, qu'on a un royaume d'Aquitaine. Puis ce royaume va être scindé lui aussi. Hein. Et c'est seulement vers la fin du Xe siècle, vous voyez, qu'on parle de Gascogne. Vraiment de Gascogne. Et d'un comté de Gascogne qui est apparu aussi antérieurement, mais on ne sait pas quand. Voilà, on va rester là pour aujourd'hui. Et le reste, à la prochaine fois. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous rejoindre à l'Université du temps libre de Tarbes et de Bigorre à l'adresse utl-tb.info. Et n'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner.